Bonsoir à tous, vous êtes les bienvenus dans cette émission un petit peu spéciale aujourd'hui puisque nous sommes tous encore sous le choc des attentats de Paris qui ont eu lieu vendredi dernier et nous allons évidemment revenir dessus dans quelques instants. On a évidemment une pensée pour les victimes de ces attentats, les 129 morts à Paris et notamment nos deux médecins qui ont laissé la vie là-bas, Marie et Mathias. On a une pensée émue pour eux bien sûr et pour leur famille. Sur ce plateau, parce qu'il faut quand même continuer à parler de football et reprendre le cours de la vie. On va parler bien évidemment de la Coupe de France dans quelques instants avec Bernard Zénier qui est là. Bonsoir Bernard. Bonsoir. Bonsoir Patrick Muller. Salut Arnaud, bonsoir à tous. Bonsoir Vianney. Salut Arnaud, bonsoir à tous. Et notre invité ce soir, vous l'avez peut-être reconnu, il est avec nous en provenance directe du continent américain. Eric Astley qui a donc signé avec Sarreguemines en CFA2. Bonsoir Eric. Bonsoir. Alors Eric, on l'a appris donc il y a quelques jours, vous avez rejoint l'équipe donc de Sarreguemines en CFA2. Dites-nous un petit peu comment tout ça s'est passé parce que c'est vrai que c'est une info. Alors on était très enthousiaste de l'apprendre, mais surprenante également. Oh, c'est beaucoup de paramètres qui ont fait que ça a pu se faire très rapidement en plus. Ça part d'une boutade. Ça part d'une boutade avec le directeur sportif de Sarreguemines, Dan Lambert. Et il écrit un petit message sur Facebook en disant et si on trouvait les mots pour faire revenir l'enfant du pays à Sarreguemines. Et puis j'ai commencé à répondre un peu à son message. Et puis après, je prends contact avec mon frère. Moi, c'était ma fin de saison. On finit la saison là, il y a 2 semaines. Votre frère qui habite bien évidemment dans le coin. Oui. Et je finis la saison là, il y a 2 semaines. Et puis j'ai les vacances, on a la trêve généralement pour 3-4 mois. Donc je prends contact après un peu plus avancé avec Dan Lambert et puis avec le président de Sarreguemines. Et puis ça s'est enchaîné très très vite. De fil en aiguille, et vous allez rester donc normalement jusqu'à la fin de saison avec cette équipe de Sarreguemines en CFA2. Alors on reviendra évidemment dans quelques minutes sur votre carrière qui est passée bien sûr par le FC Metz au début des années 2000. On vous posera toutes les questions de nos téléspectateurs via notre page Facebook Graouli-Mag, mais on va revenir quelques instants sur ces attentats, messieurs. Alors le sport a du mal à exister face à ces événements, mais le sport a su rendre hommage à toutes les victimes pendant ces derniers jours. On va voir un florilège de tous les hommages qui ont été rendus à travers le monde. Et on va commencer avec donc du football, du hockey sur glace et du football américain. On regarde. Voilà ces images en série B italienne. Alors c'est vrai que partout dans le monde, on a rendu hommage aux victimes de ces attentats. On a soutenu la France et ses couleurs. Patrick Muller, ce soir, il y a quand même un Angleterre-France en football, en match amical qui va se tenir. On s'est posé la question, devait-il avoir lieu ou non? On sait que la Belgique ne jouera pas, par exemple, ce soir. Le match a été annulé. Il y a eu beaucoup d'annulations ces derniers jours. Est-ce que pour toi, ce match devait se tenir ce soir à Wembley? On va en parler un petit peu plus tard. Dans la frappe de mule, on va dire. Moi, je pense que oui. Écoutez, oui. Que fallait-il faire d'autre? Voilà, j'ai envie de prendre la question dans ce sens-là. Que fallait-il faire d'autre? Dire simplement non, considérer que voilà, on reste encore sur le temps du deuil, ou enchaîner par ce match qui était prévu, s'agissant qu'à Wembley, dès que les attentats sont malheureusement arrivés,
Eh ben, on a eu tout de suite visiblement la volonté de la part des autorités sur place de rendre hommage au peuple français qui est en douleur, hein, avec la Marseillaise, avec ce stade de Wembley qui séparait des trois couleurs bleu, blanc, rouge. C'est une question sans réponse. Ou plutôt c'est un débat sans fin. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est indécent de faire ce match? Parce que l'enquête conduit la police du côté de Bruxelles, des environs en ce moment, puisque apparemment les terroristes seraient sur place. Donc c'est un petit peu différent tout de même, et on comprend l'annulation de ce Belgique-Italie. L'État islamique a annoncé qu'il y aurait des représailles contre la Belgique suite à ces perquisitions qui ont eu lieu dans le quartier de Bruxelles à Molenbeek. Molenbeek, ouais. Sécurité maximale. Bernard Zanier, c'est normal, ouais. Bernard Zanier, vous étiez au Stade de France vendredi, pendant ce France-Allemagne. Ouais, nous on s'est pas réellement rendu compte de ce qui se passait avant la fin du match, parce que il y a eu 2 explosions, mais on pensait à des bombes agricoles comme ça se faisait à Bastia. Un peu comme tout le monde, voilà. Les témoignages concordent. Mais après en plus les téléphones portables ne passent pas bien. Dans le Stade de France avec 80 000 personnes, donc on n'a pas. Et en deuxième mi-temps, il y a eu quelques messages ou quelques textos, et on a su qu'il y avait eu donc des morts au Bataclan. Et puis après que les 2 explosions étaient en fait des kamikazes. Donc là après, ça a été bien géré par les gens du Stade de France, parce que ils ont fait une annonce vraiment calmement en disant aux gens de ne pas sortir par la porte est, mais de sortir par l'ouest, le sud et le nord. Enfin voilà, tout s'est fait très calmement, relativement calmement. Il n'y a plus de mouvement de foule après. Les gens sont descendus sur le terrain. Ils sont sortis tranquillement après, mais on est resté encore, je sais pas, une bonne heure et demie dans le stade avant de pouvoir sortir. C'est après qu'on a pris conscience évidemment de l'ampleur en voyant les télévisions et en voyant tout ce que tous les pauvres gens qui ont été décimés, quoi. C'est catastrophique. Eric, vous êtes revenu donc des États-Unis et du Canada donc très récemment, la semaine dernière, et ces attentats arrivent, et vous nous disiez juste avant l'enregistrement de l'émission que vous aviez reçu un message de votre entraîneur à San Antonio. Oui, pas seulement de mon entraîneur. Moi, j'ai toute ma famille qui m'a envoyé des messages, qui ont essayé de m'appeler. Franchement, mon téléphone, il a presque explosé. J'ai eu plus de 60 messages de tous mes amis, des copains, des amis joueurs et tout ça. Et oui, tout le monde était en choc. Tout le monde pensait que c'était... m'ont demandé d'être bien protégé. Et, non, je leur disais juste que j'étais chez mon frère et que chez moi ça allait, que c'était plutôt loin. Mais bon, tout le monde était choqué, tout le monde était sous le choc et tout le monde l'est encore. Hein. Et c'était le cas aussi en janvier dernier, lorsque vous étiez sur le continent américain pour les attentats de Charlie Hebdo. Pareil, incompréhensible. Tout le monde est abasourdi. Je sais pas. Il y a pas de mots pour ça. Alors c'est difficile évidemment de revenir sur un autre sujet, mais on voulait en parler quelques minutes de ces attentats de Paris et de leur traitement aussi sur la sphère médiatique. On sait que beaucoup d'événements ont été annulés, mais donc on espère que ça va repartir comme avec cette Angleterre-France qui sera tenue ce soir. On reviendra également sur l'organisation de l'Euro en 2016 parce qu'on s'est posé beaucoup de questions à ce sujet. Est-ce que l'Euro doit avoir lieu en France? Patrick Muller a son avis sur le sujet, c'est donc l'objet de sa frappe de mule. Mais on va sans transition donc revenir à la Coupe de France qui s'est déroulée la semaine dernière, c'était vendredi dernier, juste avant les attentats pour le FC Metz qui se déplaçait du côté de Mont-Soleil-Mines, 7e tour de la Coupe de France face à une équipe de CFA. Les Messins se sont qualifiés et je vous propose donc de revivre cette victoire avec non pas de la musique, mais vraiment de l'instantané, parce qu'on nous a toujours dit vous mettez des musiques un petit peu déprimantes, voilà. Donc bref, on n'a rien mis, c'est du brut de décoffrage. Voici le résumé de ce Mont-Soleil-Mines-Metz.
Allez, bravo les rouges. Bien battu. Voilà, Metz qui s'impose donc 3-1. Alors, on va essayer de tirer quelques enseignements de cette victoire. Patrick Muller, ce sont tes images, puisque tu t'es rendu du côté de Monceau pour suivre cette rencontre. Quel courage. Et quel courage, effectivement. Déplacement sympathique. On a insisté quand même, c'est pas un petit événement, on peut le signaler quand même, au deuxième but de la saison, toute compétition confondue, d'Emmanuel Mayuka. Ça peut lui redonner évidemment une petite confiance supplémentaire. Même si là, on l'a vu, c'est le gardien qui a fait une erreur de main. Ouais. C'est le flair de l'attaquant cher à Bernard Zégnier, on va le dire comme ça. Bon, il y a eu un petit peu de réussite, comme son but en championnat à l'époque, je crois que c'était à Laval, si je dis pas de bêtises. À Laval, ouais. Même genre de but d'ailleurs. Ouais, non, mais c'est ça. Il était à l'affût. Le ballon. Ouais. Il était à l'affût. Pour Mayuka, qui n'a pas été transcendant dans cette rencontre, mais qui a été là où il a fallu être, en attaquant de pointe. Bon, il a fait le boulot. Globalement, ce qu'on peut dire sur cette rencontre, c'est qu'il y a eu finalement peu de changements par rapport au match précédent en championnat. On a vu un Krivets qui a fait un match correct, qui n'était pas au niveau qui était le sien lorsqu'il est arrivé, et qu'on a eu effectivement l'impression que c'était un super renfort la saison dernière, mais qui a fait le job, qui est impliqué sur le deuxième but, qui, à mon sens, au niveau de la construction en tout cas, et un des plus intéressants qu'on ait pu voir cette saison, toute compétition confondue. Un but de Yannick Bakoto qui a récidivé sur coup franc ensuite. Il avait déjà marqué sur coup franc lors du dernier match de championnat. Qui marche sur l'eau en ce moment. En deux mots, si vous voulez, pour résumer, première mi-temps solide et sérieuse, à défaut d'être transcendante. Je fais simplement quand même une parenthèse s'agissant de Monceau. Pour une équipe de milieu de tableau de CFA, même si on a l'impression, quand on voit les buts encaissés, notamment le premier, qu'il y a des petites défaillances individuelles. Franchement, globalement, c'était bien organisé, c'était costaud, c'était une belle petite équipe de CFA, vraiment. Et sur la deuxième mi-temps, ça se décante avec ce but de Mayuka avec un petit peu de réussite. Et puis derrière, les Messins ont surtout eu le mérite de ne jamais s'affoler, en fait. Voilà, c'est ça ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait un match solide et sérieux, bien organisé, concentré. Et dès lors qu'ils ont marqué ce premier but, derrière, ils ont su enchaîner, ils se sont fait une petite frayeur en fin de match, parce qu'il y a eu, en dehors de l'occasion qu'on a vue avec Oberhauser qui intervient avec beaucoup d'autorité, il y a eu une autre grosse occasion pour Monceau. Mais encore une fois, Metz a su faire bonne garde, et finalement, quand on voit les résultats du week-end, vous avez pas mal d'équipes de Ligue 2 qui sont passées à la trappe face à des équipes de CFA et de DH, et avec des scores nets, c'est-à-dire des 2-0, des 3-1, et pas entre guillemets à l'arrache en fin de prolongation, quoi. Donc le job a été fait. Le job a été fait. On va regarder quand même la composition. Je vais vous faire réagir, Vianney et Bernard, sur ça. La composition du FC Metz. Alors on s'attendait peut-être à ce que José Riga fasse de gros changements dans l'équipe. Or ce n'est pas le cas. On l'a vu. Krivets évidemment est apparu dans ce 11 type. Le retour de Romain Métanire. Nuno Reich donc confirmé aux côtés de José Palomino. Mais voilà, c'est vraiment des joueurs cadres du championnat qui ont été alignés par José Riga. Est-ce que c'est une surprise pour vous ? Non, il l'avait annoncé dans la presse de toute façon qu'il ne fallait pas désorganiser son équipe. Mais au point là au point là, les changements. C'est vrai que si Kevin Lejeune avait pu et n'était pas blessé, je pense qu'il aurait tenu sa place. Il y a c'est Sergei Vianney en sélection aussi. Oui, ça c'est en sélection. Mais c'est Mandjak qui a joué pas mal de matchs. Oui. Qui était donc je pense que pour José Riga, il a aligné l'équipe la plus compétitive du moment. Ensuite, à voir avec le couloir droit, le poste d'arrière droit entre Ivan Balou et Romain Métanire, qui n'arrête pas de. Un coup c'est l'un qui est titulaire, un coup c'est l'autre. Là, je pense que José Riga n'est pas encore fixé pour savoir. Est-ce que ça va pas être le cas toute la saison finalement ? Ça risque d'être le cas toute la saison, mais c'est un petit peu la particularité de cette équipe messine. On voit un 11 se dessiner. À part côté droit, il y a toujours des incertitudes. Mayuka qui revient en forme, donc qui a été préféré à Falcon. C'est peut-être aussi pour lui donner un petit peu de temps de jeu. C'est peut-être le seul turnover afin de mettre en confiance son attaquant. Mayuka, je veux dire, naturellement, devrait reprendre une place de titulaire sur le papier, en tous les cas. Mais Falcon était en sélection aussi, non ? Falcon était en sélection. Falcon était aussi en sélection. Voilà, il y a entre les deux, en tout cas, on peut se poser la question. Mais Bernard Zégnier, vous adhérez à cette stabilité, alors qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir l'année dernière sous l'ère Albert Carty, notamment ? Peut-être qu'Albert a eu d'autres soucis et d'autres problèmes. C'est pas le même contexte, bien sûr. C'est pas le même contexte. Non, mais là, c'est bien qu'une équipe type se dégage. Je ne sais pas s'il y a une équipe type qui se dégage, mais c'est bien d'avoir une ossature après, avec quelques variantes par moment sur des matchs en fonction des sélections, des blessures éventuellement. Mais je crois que sur ce match-là, les matchs comme ça, les premiers tours de coupe contre des équipes inférieures, c'est toujours des matchs pièges. Il faut toujours se méfier parce que ces équipes de CFA, globalement, elles ont souvent des garçons qui sont passés dans les centres de formation. Bon là, je ne sais pas si, en l'occurrence, il y en avait. Je crois, Bernard, que le garçon qui marque le but pour Monceau, c'est un certain Boucanceau.
Qui a joué à Caen, qui a joué à 3, si je dis pas de bêtises, Voilà. enfin, qui a un vécu de Ligue 2, Bon. qui a 34 ans, et voilà. Qui termine sa carrière, mais il y a Exactement. souvent des garçons qui étaient même dans les centres de formation et qui sur un match arrivent se hisser au niveau des équipes de Ligue 1 ou de Ligue 2. Eric Asli qui joue à Sarreguemines, Voilà. effectivement, Bah voilà. en est l'illustration parfaite. Exactement. C'est vrai. 34 ans également. Ouais, 34 ans. Vous suivez un peu les performances de Metz, du coup, Eric, depuis le début de Oui, saison. oui. Cette équipe, vous en pensez quoi? Ben oui, ils sont là où ils devraient être. Enfin, devraient être. En D2. En D2, Mais, oui. On veut les voir en première division. C'est notre club. Personnellement, j'ai pas envie de les voir faire l'ascenseur. J'aimerais bien les voir au milieu de classement, au moins en première division. Vous avez jamais Club de la lâché peine. comme ça Non, c'est mon club de cœur. Ouais. Hein, c'est le club de ma famille, c'est le club des amis. Ben oui. Donc non, ouais, je veux le voir en première division parce qu'on veut voir des grosses équipes venir ici. Et puis ça a toujours été comme ça. Ouais, mais c'est une équipe de première division, effectivement, c'est le discours qu'on entend de la part des anciens et évidemment Bernard Zenier le confirmera. On va écouter la réaction tout de suite de l'entraîneur José Riga. Oui, vous hochez de la tête, Bernard. Non, c'est vrai. On va- vous, oui, avez voilà. raison, vous avez raison. Bah, pour une fois que j'ai raison. Pour On va une fois. écouter la réaction de l'entraîneur José Riga donc après cette rencontre qui débriefe la victoire à Monceau. Je pense qu'il n'y a aucun match de Coupe de France qui est facile. Forcément, on savait à quoi s'attendre. Je pense que sur les premières 20 minutes, on a eu des choses intéressantes, mais on n'a pas mis la cerise sur le gâteau, on n'a pas été efficace dans les derniers gestes, dans les options. Autrement, je crois qu'on aurait pu percuter beaucoup mieux. Forcément, on s'attendait à une forte résistance de Monceau, au fait qu'ils allaient tout donner sur cette rencontre d'une manière relativement directe. Je parle au niveau du jeu. On a été patient, on a pu inscrire ce but. Et puis après, on a fait le break. On reçoit un but malheureux qu'on doit éviter, ça c'est clair. Et avant, je vais dire qu'on concède 2 occasions fin de match. On a suffisamment de place pour ajouter 1 ou 2 buts. On n'a pas été bon tout le temps, on n'a pas été bien tout le temps. Mais en attendant, on gagne, on passe cet obstacle que d'autres ne passeront peut-être pas. Voilà pour les commentaires de José Riga, effectivement, qui confirme ce que vous venez de dire. On va regarder les résultats de ce 7e tour de la Coupe de France, donc avec les principaux résultats pour nos clubs lorrains. La Nancy-Lorraine s'est qualifiée en gagnant chez une équipe de division d'honneur. Indisheim, 4-2. Sarre-Union a gagné également. Raon-l'Étape a gagné. Saint-Louis a gagné. Et Sarreguemines également est passé face à cette équipe de Schiltigheim. C'est jamais facile à manœuvrer. L'équipe de Sarreguemines, qui pour la 2e année consécutive sera au rendez-vous du 8e tour de la Coupe de France. L'an passé, le contexte est un petit peu différent puisque Sarreguemines s'était qualifié face à l'équipe de Guadeloupe, donc il y avait un long déplacement. Là, pour le coup, voilà, le tirage au Long sort- mais sympa. Long mais sympa, effectivement. Mais c'est compliqué à digérer quand même. Oui. Eric, quelle est la directive par rapport à cette Coupe de France? Est-ce que vous allez la jouer à fond avec ce club? Il y a le championnat également, il y a le maintien en CFA2, donc c'est vrai qu'il y a un beau programme qui vous attend. Oui, je pense qu'on a un effectif qui nous permet de jouer la coupe de France à fond. Je pense que c'est pour même pour c'est un peu comment dire pour le budget du club, c'est aussi faut pas se mentir. Hein, après le 8e tour, c'est. Alors là, on est déjà dans le bonus, là, c'est déjà quelque chose. C'est déjà beau d'arriver au 8e. Faudrait passer un autre tour encore, Ouais. mais non, c'est la Coupe de France en plus, c'est souvent des surprises. L'année dernière, ils ont fait un super parcours, ils tombent sur Auxerre. Non, on veut passer encore un tour, et puis pourquoi pas le jouer contre Metz, quoi. Ouais, contre Metz, au prochain tour. On le saura demain, puisque le tirage au sort a été décalé. Il devait avoir lieu aujourd'hui en raison évidemment des circonstances. énorme, ça. Ce sera peut-être un derby Metz-Sarreguemines ou Sarreguemines-Metz plus Alors, exactement. pour avoir discuté avec le président, il préfère attendre les 32e de finale pour jouer un gros club. Ah, bon, bah d'accord, on va attendre alors. Bon, on Pour sera des- content aussi, il y a les 32 Pour des conditions qu'on ne dévoilera pas. Bien évidemment. Bon, merci en tout cas pour ces commentaires. On va revenir quelques instants avant de passer une petite page de publicité sur notre antenne sur votre carrière en quelques images fortes. Eric, elle est longue votre carrière, vous avez 34 ans aujourd'hui, vous êtes de retour à Sarreguemines. Et le moins qu'on puisse dire, Vianney, c'est qu'Eric a traversé les continents. Ben ouais, exactement. Il a été formé au club de Sarreguemines et avant d'atterrir à l'âge de 19 ans, premier match en professionnel avec l'équipe du FC Metz à 19 ans. On va revoir des images et ce premier but. Tout le monde s'en souvient face au Paris Saint-Germain. Même Casagrande s'en souvient encore. Voilà, donc Eric qui est On n'a tout pas le heureux. début de l'action. On n'a là. pas le début de l'action parce qu'il part du banc de Ouais, touche. il part. Donc moi je m'en Ouais. souviens. C'est Moi, vrai. je m'en souviens. Mais on a la conclusion, c'est le plus important. Ah, mais si on voyait toute l'action, c'est sympa parce que partir du milieu de terrain et arriver pour marquer, c'est pas donné à tout le monde. Oui, alors pour ne rien vous cacher, Bernard, les images qu'on a retrouvées sur Internet, il y avait un gros logo en plein milieu, donc on n'a pas le début de l'occasion. Sinon, il y Surtout avait qu'au départ de l'action, on te voit, et avec
avec la coupe de cheveux d'Eric C'est Assis vrai, à non, l'époque. On vient de la voir là. On vient de la- Vincent. mince. On vient de la voir. hein. On va repasser le ralenti juste pour voir Vianney parce qu'il est vraiment là, regardez dans la tribune juste en bas. Ah, je suis pas dans la tribune là, je suis Alors, en il est bas à là. droite là. Il est en bas à droite. C'est moi en bas à droite là. Mais Vianney, t'avais des cheveux. J'avais des cheveux, ouais. Ah oui, effectivement. non, oui. J'avais Tu des as cheveux. maintenant la coupe d'Eric à l'époque. C'est ça. On a Vous avez eu inversé. un inversement. On a fait ouais. un changement. Ensuite, Eric, direction la Suisse. Avec Oui. plusieurs clubs en Suisse. Pourquoi ce choix de carrière, la Suisse? J'ai pas trop le choix à la base. c'est véridique, j'ai pas de club. J'ai Schumann Bach qui m'appelle avec le président de l'époque de Neuchâtel, monsieur Pedretti. Et il me demande si je veux jouer à Neuchâtel, je suis pour lui. Et puis, bien sûr, j'ai pas de club, j'ai rien, je suis à la maison. Oui, j'y vais en courant. Donc la Suisse, ouais. La Suisse, 4 mois, Neuchâtel, c'est bien. Une époque un peu folle parce qu'on se bat, on va jusqu'au barrage, on est 13 points de retard. On est pratiquement condamné à descendre en deuxième division et on va au barrage. Et au barrage, on a 2 matchs et puis on se maintient. Et puis, j'ai un contact avec Marc Roger. Et puis là, je signe à. Marc Roger, c'est le qui est président de Servette de Genève Voilà. à l'époque. Et il monte une équipe, il monte une très belle équipe avec Christian Carambeu, Stéphane Ziani, Viorel Moldovan. Sympa. Et puis pas mal de super joueurs de Sud-Américains. Et oui. Et puis pareil, après 2 mois, on n'est plus payé. Et puis au bout de 6 mois, ils mettent la clé sous la porte. Et puis je pars à Saint-Gall dans le froid de la Suisse. C'est un gars, je crois qu'il y a très Mario belle Mouch qui joue là-bas. hein. Oui. On en reparlera dans quelques instants d'ailleurs de Mario Mouch avec le Luxembourg, ancien Messin. Ouais, donc il y a une période en Suisse et finalement vous revenez en France avec une expérience du côté de Valenciennes. Oui. Est-ce que il y a eu une possibilité pour vous à un moment de revenir au FC Metz ou pas? Non, très sincèrement, j'ai plus de contact avec Metz par la suite. J'ai le contact avec monsieur Camboiré et oui, c'est revenir en Ligue 1. C'est un peu ce que je rêvais. Et comme me le disait monsieur de Tadeo à l'époque, même quand je commençais à jouer en équipe première à Metz, ma formation n'était pas finie. Je viens de Sarreguemines, donc j'ai pas toutes les comment dire Les bases. Les bases, oui. Je suis pas encore mûr dans ma tête. C'est un tout, donc je pense qu'à l'époque là, je suis assez mûr. Et puis il y en a un qui marche sur l'eau, c'est Steve Savidan, quoi. Donc on s'incline, on essaie de travailler 2 fois plus dur à l'entraînement pour essayer de gagner du temps de jeu, mais il est hors norme cette Il était saison. exceptionnel. Et puis après, on accepte, c'est tout. Ouais. C'était évident. Alors bien sûr, hein, on résume rapidement votre carrière et ensuite c'est le grand changement. On traverse l'Atlantique, direction l'Amérique. Oui, je passe par là. Je vais pas oublier la Suisse, je vais pas oublier Zurich parce que c'était ma plus belle époque, je veux dire sportivement. Oui. J'ai Ligue des Champions. Ligue des Champions, oui. oui, la Ligue des Champions, l'Europa League, le titre en Suisse, même si c'est un petit championnat, mais c'est magnifique. Moi, C'est un titre. Petit championnat. Faut pas le. Oui, non, mais je veux dire, comparé aux 5 gros, non, moi, très fier. Hein. Moi, j'ai toujours été fier de mon passage à Zurich. Ça a marqué, hein. ça m'a marqué. Et puis, oui, le grand saut. Le grand saut au Canada. Mais c'est l'image de ma carrière. Hein. C'est des coups de tête, des bons, des mauvais choix. Mais là, je pense que je vais dans l'inconnu. C'est une nouvelle franchise, c'est un nouveau championnat, c'est pas du tout la même mentalité. Et puis au final, je me retrouve pas mal. Ah, Ouais, c'est et bien puis, passé. alors, vous êtes arrivé là-bas, vous étiez inconnu hein, pour les spectateurs, Oui. mais jusqu'au jour où il y a eu ce but, Ah ouais. j'aimerais juste qu'on le revoie, ce but qui était exceptionnel. On l'a vu 1000 fois ici. hein. Now find themselves having to get back into the game. Hasley. Oh, goodness, Hasley! What a goal from Eric Hasley! You will not see better than that. Right-footed across Casey Keller. What a night at Questfield. Look at those fans going delirious in the corner. It's 2-2. Wow. I mean, you're talking about at this point in the season, this is the goal of the year. He knows what he wants to do from the most difficult angle, and he just takes his
caresses it, missed touch from Alonso, pulls it up and looks for the surprise element, and that's 10 out of 10 on that strike right there. Ozzy That is Alonso, world class, fantastic. the hero moments ago, gives the ball away in the penalty area, but what about that from Ashley? His first goal from open play since the opening day. On peut le regarder 1500 fois. Ah ouais, C'est Comme énorme. dans un rêve, quoi. Et puis vous étiez en lice pour être élu plus beau but de l'année. Oui, mais en fait, c'est enfin, c'est un but, j'étais content, j'étais super content. Je vais pas vous mentir que j'étais content. On peut l'être. Mais je veux dire, moi, ce but-là, il m'emmène aux ESPYs, aux États-Unis. C'est pour les awards du sport c'est immense. Et je savais rien. Moi, je vais avec mon traducteur là-bas. En plus, c'était avec toutes les stars de cinéma et tout. Moi, j'étais tout petit. Il faut marcher sur le tapis rouge. Il faut aller parler aux gens. Je parle pas anglais. Ouais, non. Après ça, c'était la folie. C'était juste la folie. C'est les États-Unis. Tout est démesuré. Oui, bien sûr. Et pendant que vous expliquez ça, parce que vous avez récidivé, en même temps, on va revoir un deuxième but que vous avez inscrit quelques temps après. Et là aussi, une reprise de volée. Alors, c'est bien, vous avez fait les deux lucarnes. Il n'y a plus de toile d'araignée dans les lucarnes Tout va bien à Vancouver. en Amérique. Non, mais c'est deux super buts. Et finalement, c'est un peu à l'image de ce premier but que vous mettez en pro, même s'il est peut-être moins spectaculaire. Mais face au Paris Saint-Germain, tout le monde voyait déjà en Eric Asli quelqu'un de super doué, qui inscrit des buts magnifiques, et c'est quelque part ce sont les deux chefs-d'œuvre qui illustrent un petit peu cette carrière. Bon, on va nettoyer les buts de Sarreguemines très prochainement. Faudra pas louper le 4, sinon ça termine dans la blise. Mais est-ce que c'est pas un peu ce parcours que vous évoquez, le garçon qui a pas fait un parcours de formation classique entre guillemets, et qui quelque part a sur le tard. Ouais, qui a une forme de fraîcheur aussi sur ces situations-là où De vous folie, posez pas de peut-être, un petit questions. peu, Ouais, parfois. il y a un petit peu de ça où vous tapez, vous frappez, vous prenez votre chance sans vraiment Parce qu'il faut y forcément croire réfléchir. quand même pour mettre un but ouais. comme ça quand on fait une reprise. Est-ce que ça peut être entrer en ligne de compte? Je vais être aussi pas banal, non, mais je marche au feeling. Ouais, voilà. Quand je me sens bien, ça se passe bien. Et quand ça va pas ou j'ai des petits problèmes, que ce soit sportif ou extra-sportif, ça se ressent tout de suite. Et quand je pars là-bas au Canada ou même à Zurich. À Zurich, ma première année, je joue pas beaucoup. J'ai pareil, j'ai envie de partir parce que j'ai 26 ans et j'avais envie de jouer. Et que finalement, je pars pas, je reste parce qu'il y a l'attaquant, il s'est blessé. Donc je commence à faire les matchs amicaux et puis après, ça enchaîne. Et puis on gagne la même année, on gagne le titre. C'est tout un enchaînement. Avec moi, c'est la première année avec Vancouver, ça se passe super bien. La deuxième année, un peu moins, avec un changement d'entraîneur et un changement de tactique. Je pars au cours d'année, je pars à Toronto parce que ça aussi, vous décidez pas. Contre qui vous avez marqué le deuxième but là qu'on vient de voir? Oui, le plus grand rival. Et ils me font. En fait, faut savoir on peut pas. Il n'y a pas de Je reçois un appel de l'entraîneur. Et vous devez partir. Vous devez partir. Il n'y a pas de. Pas de c'est non, des franchises, quoi. Oui, voilà. C'est la ligue qui est propriétaire des clubs, on va dire. Et ils ont fait l'accord. J'ai une semaine pour partir à Toronto et puis difficile. Mais c'est le club rival, c'est PSG Marseille quelque part, enfin dans l'esprit quoi, peut-être. Oui. Et moi je me sens pas bien. Je dois laisser ma famille à Vancouver et moi je dois partir à Toronto. C'était un peu compliqué. Donc ça fonctionne pas, vous marchez vraiment à l'émotion. Et on peut le dire, votre maxime, c'est Carpe Diem, vivons l'instant présent. Ah oui, non, mais... Alors, on va revenir évidemment sur vous dans quelques instants, Eric, mais il est l'heure de tourner une petite page de publicité. Effectivement, il faut le faire dans chaque émission. Il y aura plein de sujets intéressants, la frappe de mule, bien sûr. On aura les news, on aura des questions, beaucoup de questions à poser à notre invité aujourd'hui, Eric Asli. On se retrouve dans quelques instants. Retour sur le plateau du Grand Olimac, deuxième partie d'émission. Nous allons dans quelques secondes poser nos questions à Eric Asli. On parlera également d'un match ce soir qui a lieu à Josy Barthel au Luxembourg. Luxembourg-Portugal en match amical. On prendra des nouvelles de nos anciens Messiens. Portugal bis, effectivement, mais ça reste le Portugal quand même. Voilà. Quand même, c'est toujours un match de gala. On prendra des nouvelles, donc, bien sûr, de Mario Mouch, de
Chris Phillips. Chris Phillips et de Cristiano Joubert. Ronaldo. Ouais, et de Jonathan Joubert, effectivement, l'ancien gardien, âgé de 36 ans, voilà, Qu'Eric a connu. Eric a connu. On en dira un mot tout à l'heure. Ce sera dans cette deuxième partie de l'émission. On va commencer tout de suite avec la frappe de mule. Bien sûr, pendant la pause, je suis allé chercher les petits cartons verts et rouges que Bernard Zanier manipule déjà avec précaution. Bernard Zanier, vous allez devoir choisir dans quelques instants le vert ou le rouge, car Patrick Muller a 1 minute pour vous convaincre sur un thème bien précis. Un thème qu'on m'a imposé. Un thème qu'on vous a imposé, effectivement. Ça, c'est bien. D'ailleurs, il y a Benjamin Carlugo, Benjamin Patalacci qui nous dit sur notre page Facebook, franchement, on l'aime bien Patrick, mais la frappe de mule, c'est pas au niveau attendu aujourd'hui. C'était un message à destination de mes fans. Voilà. Non, mais il y a Bernard qui compense en disant Patrick, toujours de très bonnes analyses, on l'adore. Hein. Donc là, il y a, Ouais, il y a- mais il y a- là, Bernard, c'est pas c'est pas moi. lui. Hein. Ouais, c'est pas, non, mais c'est pas vous, il faut bien préciser effectivement Bernard. On n'est pas là-dedans. Donc êtes-vous pour ou contre l'Euro 2016 en France, doit-il être maintenu? On va le savoir avec Patrick Muller. 1 minute top chrono, on ne l'interrompt pas jusqu'au gong. La question se pose-t-elle seulement, j'ai envie de dire de manière provocatrice. En d'autres termes, que peut-on faire d'autre? Plusieurs éléments d'appréciation. D'abord, on va dire que sans sortir les violons et sans faire dans le pathos, ça a été suffisamment douloureux ce week-end. Sur le plan symbolique, philosophique, idéologique, on peut difficilement reculer. Voilà. Ça reviendrait à dire finalement, bon bah voilà, la stratégie de la terreur a opéré, on arrête là. Petit 2, il y a l'aspect business, on va pas se mentir. Même si, de ce point de vue-là, par rapport à l'émotion générée ces derniers jours, ça peut paraître secondaire, mais il existe. Et le prolongement que je ferai, c'est que derrière tout cela, voilà, la question, en fait, je vais la reformuler, c'est si ça ne se passe pas en France, où, comment, au pied levé, trouver un plan B, entre guillemets, sachant qu'on est à 200 jours de l'échéance. Il y a eu un cas assez récent, c'est cet Euro de basket qui a accueilli la France en septembre. On a pu trouver des plans B parce qu'à l'époque, voilà, ça devait se faire en Ukraine, mais il y avait une crise politique là-bas et c'était plus sécuritaire de faire ça en France et dans d'autres pays. Là, c'est le foot, c'est autre chose. Et une toute dernière remarque, j'ai dépassé la minute. C'est peut-être l'occasion pour le football. Je vais rêver éveillé. Je me suis pas transformé en Baba Cool. Je vous rassure. C'est peut-être l'occasion pour le football de faire la jonction au niveau européen des services de renseignement en amont, de la logistique, des services de sécurité le jour même dans l'opérationnel et d'être une espèce de pilote de ce que peut être une coopération européenne. L'enjeu dépasse évidemment le cadre sportif pour toi. On a un commentaire avant de vous laisser la parole de Xavier sur notre page Facebook qui confirme ce que tu viens de dire niveau business. Ils ne vont pas annuler l'euro car il y a bien trop d'enjeux financiers pour faire une croix dessus, les sponsors, les commerçants, les montants, la rénovation des stades, bien sûr. Il y a Roux Iltifi qui nous dit si on annule, ils auront gagné. Et puis Livio, qu'on salue au passage, qui nous dit il faut arrêter cette psychose. La réalité, c'est qu'il faut dire aux gens qu'ils ont 1000 fois plus de risques d'avoir un accident de voiture, par exemple. Ne prenons plus l'avion, le train, parce qu'il y a aussi un risque. Donc voilà, il met en avant ce côté peut-être un petit peu de paranoïa, de psychose ambiant en ce moment. Mais messieurs, c'est l'heure de lever vos cartons. Donc, êtes-vous pour garder et conserver cet Euro 2016 ou contre? Non. Voilà. Donc que des cartons verts, j'ai l'impression. Bernard, carton plein, levez vert, votre carton. Vert plein. Pardon, Vous êtes entre les deux encore? Non, je lève mon carton. Ah, vous êtes dans le vert. Donc tout le monde est dans le vert. Oui. On va écouter les arguments peut-être d'Eric avant de laisser la synthèse tout à l'heure à Patrick Muller. Non, mais je pense qu'il a raison. Bon, c'est aussi l'aspect financier et tout ça. Et puis l'organisation, ça date. Comment dire, c'est un long processus. Non, moi je trouve que c'est magnifique pour le pays. Et maintenant, oui, on vit dans la psychose, ça fait peur. Sincèrement, c'est l'angoisse parfois, mais bon, faut passer outre. On va laisser la sécurité s'occuper de la sécurité du pays, et puis nous rêver avec notre équipe de France. Et évidemment, on entend beaucoup de cette équipe de France lors de cet Euro à domicile. Vianney, carton vert également. Carton vert, ouais. C'est un euro. Donnez-moi le nom d'un pays européen équipé de grands stades qui ne serait pas menacé par l'État islamique. Il n'y en a aucun. Donc forcément, il faut maintenir cet euro. Puis finalement, regardons toute la chaîne de solidarité qui s'est instaurée là. Ce soir, il va y avoir un Angleterre-France avec la Marseillaise chantée par les fans. Et finalement, si c'était pas le football qui nous aidait à sortir de cette angoisse et de cette crise entre guillemets. Le football qui est tout le temps décrié et qui pourrait sur ce plan-là. Et finalement, ce serait peut-être un nouvel élan pour le football après les affaires qu'on a connues il y a quelques mois avec la FIFA, etc. Finalement, c'est peut-être un nouvel élan pour
pour le football. Ouais, un élan optimiste. Bernard Zanier, votre Et là, conclusion? je suis de l'avis de Vianney. Je pense que le foot peut être fédérateur parce que ça draine vraiment beaucoup de monde. C'est de toute façon, et c'est pas un secret, le sport le plus populaire au monde. Donc malgré bien qu'il soit décrié, c'est vrai que ça peut fédérer tout ça. Et puis si vous allez, comme l'a dit Vianney, sortir de France, vous allez aller dans quel pays? Si vraiment le terrorisme frappait, je pense que si l'Euro se déroule par exemple en Italie, ben, ils vont décider d'aller en Italie, ou ils vont essayer d'aller en Italie. Donc je crois que non, il faut pas psychoter non plus, même si c'est vrai que c'est très très grave. Encore, mais je pense que très frais pour l'instant, voilà, effectivement. mais il faut vivre quand même et montrer à ces gens-là que je pense que tous les États, même du monde, seront plus forts qu'eux. Voilà. Que la France Et au final, va continuer. La France, par rapport à d'autres pays comme l'Italie, voire même l'Allemagne, a malheureusement une expérience d'attentat. Donc là, je pense que la France saurait peut-être mieux réagir par rapport à ce genre de choses. Bon, espérons qu'on n'ait pas à le voir, Voilà. effectivement. D'ici là, Patrick Muller, donc j'imagine qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter là-dessus. Deux tout petits éléments, encore une fois, pour se départir une toute petite seconde de l'aspect émotionnel de la chose. Soyons très terre à terre et pragmatiques, ou ailleurs. En Italie, il n'y a pas le panel de stade. En Allemagne, Là, il y a les éventuellement. En Allemagne, ce France-Allemagne, heureusement, ça n'a pas explosé au niveau du Stade de France, mais est-ce que les Allemands n'étaient pas aussi peut-être par ricochet visés, c'est encore un autre débat. Il reste qui a accueilli l'Euro en 2000? Pays-Bas, Belgique. Il s'avère qu'à Molenbeek, c'est un peu une base arrière du terrorisme en Europe. Donc il y a l'Angleterre. Mais bon, il y a c'est aussi des pareil. soucis de fondamentalisme Tout à fait. en Angleterre. Et une toute dernière chose, Eric Astley est sur ce plateau. Si c'est pas le foot, ça peut être le marathon de Boston. Ça peut être tout le temps, partout. Et c'est précisément ça On la a eu le menace cas d'ailleurs au fantôme. marathon de Boston il y a quelques années. Oui. Mais c'est ça la menace fantôme et la stratégie de la terreur. C'est-à-dire que ça peut arriver n'importe où, n'importe quand et à peu près à tout moment. Et qu'on s'y attend pas très Voilà. souvent. Donc, en l'occurrence. je vais Regardez dire là, une chose oui. toute bête, mais on peut pas s'arrêter de vivre non plus. Il y a eu l'avion russe et il y a des faut nouvelles arriver menaces à sur éradiquer. Washington également. Bon, on referme là notre page consacrée à cet épisode. Donc, Patrick Muller, carton vert pour tout le monde. Pour l'Euro 2016 en France, on enchaîne tout de suite avec quelques news. En bref, les résultats des jeunes concernant le FCMS. Alors, le match Stade de Reims en moins de 19 FCMS a été reporté. Les moins de 19 féminines, elles, se sont inclinées malheureusement donc, du côté de Vendenheim de Buzyn. Vous voyez tous les autres résultats pour les moins de 17, les moins de 17 ligues, les moins de 15 interrégions et les moins de 15 également. Donc, c'était les résultats jeunes du week-end. Côté infirmerie, côté FCMS, on a seul un joueur qui reste à l'arrêt complet, c'est Cheikh Doucouré, qui est toujours blessé. Les autres ont eu droit au moins à une séance spécifique. Je pense à Saki, Baldé et Gonzalez qui commencent à retrouver un petit peu le chemin des pelouses. Une information également, le FCMS qui accueillera Dijon, ce sera le samedi 12 décembre. Il a été décalé au samedi ce match, qui est quand même la grande affiche du championnat de Ligue 2. Samedi 12 décembre à 14h au stade Saint-Symphorien, donc pour cette 18e journée de Ligue 2. On va revenir quelques instants sur une séance de dédicace qui a eu lieu la semaine dernière pour le FCMS. Les joueurs ont dédicacé des posters à destination, bien évidemment, des supporters. Patrick Muller, tu t'es encore une fois glissé dans les coulisses, il est partout. Voilà. Bernard Zanier, on le dit toutes les semaines, mais il est absolument partout, 24-24, on se faufile. avec l'équipe. Il a le don d'ubiquité. Exactement. On revoit quelques secondes de ce moment. Oui, on travaille les poignets, donc c'est pas bien grave, les jambes ont le temps de bien se reposer. Je fais beaucoup de touches. Je suis censé faire les touches et là, je pense que je vais m'en priver. Entraînement, je crois que je vais aller faire une petite séance de kiné. Ça va me faire du bien. Non, mais non, ça fait plaisir parce que bon, c'est toujours des demandes des supporters et puis bon, quand on voit qu'il y a autant de demandes, c'est bien. Nous aussi, on a envie de faire plaisir aux gens et de prendre du temps aussi pour justement signer ces posters. Une vanne ou pas, vite fait? On peut faire une vanne, Patrick, oui, effectivement. Ce qu'on appelle se faire griller. Les joies du direct, les aléas plus exactement. Non, moi je proposais simplement à Bernard de faire à peu près d'opter pour la même coupe de cheveux que Yenien Bakoto et de faire un Z sur non, le mais côté. la coupe c'est pour être impossible. sympa. Par contre, je sais pas si je pourrais faire le Z parce que j'ai pas assez de cheveux sur le De densité là, sur le côté. Non, ça va pas le faire. peut être sympa. Mais sinon, on peut le faire avec un marqueur. peut-être. C'est vrai, on va essayer d'y réfléchir. Voilà. Donc c'était ça la blague en fait, qui n'en Bon, était pas qui une. n'en est pas une. Voilà. On termine quand même sa news avec une plutôt mauvaise nouvelle, la défaite des féminines dans le
choc face à Arras, 2-0 en division 2 féminine. Donc ça va être très très chaud jusqu'au bout de la saison pour monter pour les filles de David Fanza. Donc première défaite de la saison. Elles étaient accrochées déjà la semaine passée. Face à Hénin-Beaumont. C'était déjà une contre-perf. Donc là, voilà, c'était contre l'autre favori, on peut le dire, de la division 2, Arras en l'occurrence. On va faire un petit tour du côté du Luxembourg. Et là, vous allez réagir, on vous en parlait tout à l'heure, sur votre ancien coéquipier Jonathan Joubert, qui est le gardien de cette sélection luxembourgeoise. Car ce soir, il y a des matchs amicaux, on l'a dit. Il y a ce Luxembourg-Portugal au stade Josie Bartel. Et donc, il y a 3 anciens Messins dans les rangs luxembourgeois. Vous voyez qu'on s'entraîne dur pour ce rendez-vous, parce que les Luxembourgeois, depuis quelques années quand même, on peut le dire, globalement, montent en puissance dans les rendez-vous et dans les qualifications. Ils ont battu les Grecs, ils ont pris quelques points, notamment un, je crois, face à l'Italie une fois, un but partout. Et donc voilà, il y a une belle sélection qui s'entraîne même sous la pluie, vous le voyez, avec Mario Mouch, avec Chris Phillips. On va les écouter donc au micro de Kim Hammerschmidt. Elle a recueilli leur réaction avant la rencontre de ce soir. Portugal, voilà, on les a joués pas mal de fois ces dernières années, donc c'est pas forcément une équipe qu'on connaît pas. Donc après cette fois-ci, voilà, ils arrivent pas avec le même dispositif que d'habitude, donc il y a pas mal de joueurs qui sont absents. Mais je dirais que le danger peut être là aussi, puisqu'il y a plein de nouveaux qui ont envie de se montrer, qui ont envie de se montrer au coach, qui veulent aller à l'Euro aussi. Et voilà, ça sera pas plus facile que les autres fois. Et moi, je pense qu'on est prêt pour le faire demain. Moi, j'aime toujours bien revenir au Luxembourg parce que ça fait plaisir de voir les joueurs, de voir les staffs, de voir ou d'aborder des matchs internationaux. Et je pense que chacun qui est ici, qui veut aussi progresser, des fois la tendance après des bons matchs de faire une petite rechute. On doit encore devenir plus professionnel là-dessus. Ça veut dire après un bon match de travailler concentré, de continuer. Et puis pour chacun qui peut amener ça le week-end avec dans son club. Malheureusement, il n'y a pas. Maintenant, il va y avoir une grosse trêve en 2016 jusqu'au juin. Mais chacun doit se mettre en tête, peut-être pour l'un ou l'autre. Il a tous les bases, tous les données, tous les tests physiques qu'on a fait ici pour peut-être prendre avec, pour travailler un peu à part, pour toujours être à un certain niveau et d'être, sortir de l'eau de son club. Et puis avec les matchs internationaux, de vouloir passer un jour professionnel. Portugal, on les affronte à plusieurs reprises. C'est vrai que ça a été souvent compliqué, mais si je pense le dernier match, on avait perdu 2-1 chez nous. Donc maintenant, il faudra essayer de reproduire le même genre de match. Voilà, Jonathan Joubert, donc le gardien du FCMS qui vous fait beaucoup réagir, évidemment, Eric, parce que vous le connaissez très bien. Je le connais bien. Le sourire en dit long. Non, mais c'est un super gardien. Je me souviens à l'époque, c'est un super gardien. C'était un super gardien, oui. À 36 ans, très expérimenté. On a vu également Chris Phillips, qui est parti sous d'autres horizons, notamment en Allemagne, dans l'équipe de Munster. Et on a vu le papa de Mario Mouch. Et on a vu Mario Mouch qui effectivement. Pas gentil, tous les deux. C'est Mario Clounet, là. Non, mais bon, voilà Mario Mouch qui a joué à Metz en. Allez, je vais vous calmer. 2007. Non, il est arrivé un peu plus tard. 2009, effectivement. Il est parti en 2011 vers la Suisse et vers Saint-Gall en particulier. Et il a joué contre la France à Metz. Il a joué contre la France à Metz, tout à fait. Voilà. Et c'est vrai que ça fait du bien aussi de voir un petit peu que nos anciens Messins vont bien et plus ou moins récents, puisque Chris Phillips, lui, a quitté le club à la dernière intersaison. Et pardon Arnaud, il y a aussi le jeune Vincent Thiel qui toque plus ou moins à la sélection des DA et qui est tout jeune à Metz. Ah, il est tout jeune, effectivement, il a à peine même pas 17 ans, effectivement, encore très très jeune, c'est l'avenir probablement. Un des gros espoirs du foot luxembourgeois. Du Luxembourg. On va continuer avec des questions donc à notre invité. Aujourd'hui, notre invité fil rouge, c'est Eric Asli depuis le début de cette émission. Alors, des questions de nos internautes sur notre page Facebook Grolimac, bien sûr, Eric. Et puis une question de chacun d'entre vous, messieurs, une question, j'appelle ça une cartouche, puisque vous avez une seule possibilité de poser une seule question, je le rappelle chaque semaine, Bernard Zanier, et il n'y a pas de négociation possible. Et on commencera par vous aujourd'hui. Ça, c'est gentil. Mais juste avant, une question donc sur notre page Facebook. Salut Eric, tu as marqué les esprits à Metz avec un but contre le Paris Saint-Germain, donc on l'a vu tout à l'heure en 2000, et le club avait quelques espoirs en toi. Qu'est-ce qu'il t'a manqué pour faire une bonne carrière de footballeur en France ? Je vais répéter ce que j'ai dit. Finir ma formation. C'est vraiment ça qui a pêché. Oui, Francis, il le dit. Moi, à l'époque, vous savez, vous êtes jeune et puis j'avais la chance de jouer avec l'équipe première. Pour moi, je ne demandais pas plus. Pour moi, j'étais prêt. Mais Francis, il le disait. Il le disait à M. Muller à l'époque. Et il disait que j'avais pas encore fini la formation, qu'il fallait y aller doucement avec moi. Et puis, oui, la structure, tous ces jeunes qui vont au centre de formation, ils sont bien rodés, ils sont bien briefés. Et puis, il vous manque des bases, peut-être, c'est ça que je pense, oui, je pense que mentalement aussi, j'étais pas trop solide. C'est un tout. Mais c'est comme ça.
Bon, après, voilà, vous avez fait une belle carrière tout de même. On n'est pas obligé de passer par la France pour faire une carrière respectable. Vous en êtes l'incarnation parfaite. Bernard Zanier, donc je vous ai dit que c'était à vous de poser la première question. D'accord. Bon, Eric, donc tu es revenu à Sarreguemines pour finir la saison avec Sarreguemines et les aider. Donc, a priori, tu vas arrêter normalement le foot professionnel. A priori, je ne sais pas si peut-être que tu continueras, mais a priori. Et donc, si tu arrêtes, tu penses faire quoi derrière? Est-ce que tu as déjà prévu quelque chose? Est-ce que tu as, je sais pas, et où tu vas le faire aussi? En France, ailleurs? Je pense qu'il y a des choses à faire aux États-Unis. J'ai ma femme, mes enfants. Et puis je trouve le soccer, comme ils disent là-bas, le football là-bas. Il est en train de grandir et il se donne les moyens de grandir. Et je pense qu'avec l'expérience que j'ai et avec les entraîneurs que j'ai eus en France et ailleurs, et en Suisse notamment, je pense que j'ai de l'expérience à donner aux jeunes, mais ça serait vraiment pour les jeunes. Pas vraiment. Je suis pas fan des équipes premières et des seniors, non. Ça viendra peut-être avec le temps, qui sait. Mais c'est bien. C'est vraiment les jeunes, moi, qui me. Oui, j'ai commencé à participer, et puis j'ai même aidé un peu l'entraîneur que j'ai eu l'année dernière avec moi à San Antonio. Ça m'intéresse. Pourquoi pas? Alors, une réflexion de Pierre sur notre page Facebook qui dit « Revenir à Sarreguemines, chapeau », quand on se souvient que Robert Pires devait revenir à Metz, donc respect pour vous, parce que voilà, non mais pour moi c'était juste histoire de faire une petite dédicace à Robert Pires qu'on embrasse très fort. Mais non, on peut rigoler. Nicolas qui dit, est-ce que Bernard Zanier aurait la même détente qu'Eric Astley aujourd'hui? On l'aime bien quand même, Bernard, voilà, c'est une question aussi qu'on a eue. Non, parce qu'Eric est un peu plus grand que moi, il y a un meilleur jeu de tête que je pouvais avoir, mais bon. C'est bien de le reconnaître, même si vous avez marqué avec l'équipe de France, votre seul but de la tête. Contre des British en plus. Ouais. Oui, c'est comme ça. Tout arrive dans la vie, tu vois. Question de Patrick. Juste en 2 mots, si j'ai le temps, je vais essayer d'être rapide pour revenir sur la question d'un téléspectateur. Moi, je trouve qu'au contraire, Eric Astley, il a un parcours incroyable. Enfin, c'est une trajectoire, on va dire, atypique, certes, mais c'est fou le parcours à la fois professionnel au niveau du football donc, et personnel aussi qu'a connu ce garçon. Il vient quand même d'un quartier de Sarreguemines qui n'est pas forcément le plus facile, si je dis pas de bêtises, Beausoleil, c'est ça? Bon, il arrive à Metz, pas formé à Metz, il fait ses débuts à 19 ans. Paf, il a une fulgurance contre le PSG, il lance sa carrière. Bon, après, ça se passe plus ou moins bien. Il part en Suisse. C'est pas non plus le championnat thaïlandais, quoi. Enfin, j'ai rien contre les Thaïlandais, mais c'est un niveau quand même à peu près correct. Il connaît la Ligue des Champions. À Zurich, il joue devant du monde. Et là, j'en arrive donc avec ma question. À ma question, pardon. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand vous avez ce coup de fil en provenance un coup de fil ou autre contact, peu importe, en provenance de Vancouver, que vous êtes donc à Zurich, si je dis pas de bêtises. Est-ce que c'est j'y vais, je prends ce nouveau challenge à bras-le-corps? Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez fonctionné un peu au feeling et parfois sur des coups de tête. Ou est-ce que vous vous dites je le sens pas, je vais essayer de me structurer plutôt en Europe? Enfin, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Non, je peux rester en Suisse à la base. Je peux rester à Zurich. J'ai les dirigeants, ça se passait super bien. Je peux rester à Zurich et re-signer pour 3 ans. Mais c'est extra sportif à la base là. La base de mon départ, elle est extra sportive. Et en même temps, j'aime tout ce qui est. Enfin, c'est mes coups de tête, comme je le disais. Oui. Si je le sens bien, c'est un ancien joueur avec qui j'ai joué à Zurich pendant 4 ans. Et il me dit, écoute, ils ont besoin d'un joueur désigné, un attaquant à Vancouver. Ils montent la franchise, donc. Et je demande comment ça se passe. Ça s'est passé sur les 2-3 jours, je pense. Ouais, 2-3 jours. Il me dit non, tu vas venir, ça va être comme ça, ça va être carré. Ils viennent me voir en Suisse. Ils viennent me voir contre un match où je mets 2 buts en plus. Donc, c'est mieux. Oui. Et puis là, c'est parti. 10 jours après, je suis là-bas. Mais vous vous dites donc, je vais prendre à bras-le-corps le rêve américain et je vais vivre une vraie expérience de vie, une nouvelle aventure. Il y a quand même une part de risque là-dedans, il faut bien le entendre. Je pars avec une valise et puis voilà. Et au revoir, ciao. Je vais faire ma petite vie. Dans une franchise nouvelle, donc tout était à faire aussi. Toute nouvelle, c'est pour ça me faisait marrer, parce que je suis le premier joueur désigné de la franchise. Et puis je marque l'histoire un peu du club, parce que je suis le premier buteur parce qu'on gagne, en plus on gagne contre l'équipe rivale, contre Toronto à l'ouverture. L'ouverture, le stade, il y a 20, je crois il y a 23 ou 25 000 spectateurs.
Et voilà. Bon, après, c'était que du bonus, que du bonheur. C'est le plus beau but de l'histoire du club aussi, on peut le dire. Ouais, Si, on peut le dire. Ils en ont mis. Non, il y a des joueurs qui en ont mis pas mal. Ah ouais. Ils ont des bons joueurs. Ouais, ils ont des super joueurs qui font des super trucs, qui font des super choses. Et ils sont partis au play-off. Ils ont un super entraîneur. Ils ont un super projet de. Non, ils font partie des meilleures équipes maintenant. Nous, on a fini je me rappelle, la première année, on a fini dernier. Ah ouais. Ouais. C'est bien d'avoir été à la base. Sortis du collège, ils sont pas forcément. Et puis bon, ils sont vraiment améliorés. Question de Yann qui vous demande donc, Eric, penses-tu aujourd'hui avoir le niveau de la Ligue 2, voire de la Ligue 1 ? Question difficile quand même. De la Ligue 1, non, mais c'est plus un niveau. Chez moi, ça a toujours été physique de toute façon. Ça a été physique, c'était mon plus gros ennemi, c'était mon physique. C'était la facilité que j'avais à prendre du poids, ou c'était des choses comme ça. Et on sait très bien que pour jouer en Ligue 1, peut-être pas affûté, c'est même pas la peine. Avec Camboiré, c'était des amendes tous les 100 grammes et tout ça. Et je pense que ça aussi, mais ça fait pareil, c'est bête, hein, mais ça fait partie des règles que tu apprends au centre de formation. C'est une rigueur, c'est une discipline. J'ai appris la discipline à Zurich. Et comme par hasard, il y a tout qui s'est bien goupillé. C'est-à-dire, à partir de là, c'est l'origine de tout. Oui, mais moi, c'était l'origine de tout. Après, c'était mental parce que, de 1 kg, 2 kg, tu regardes la balance. Le poids, ça a toujours été ma hantise, mon ennemi. Ennemi numéro 1. On termine avec votre meilleur ami sur le plateau, peut-être, parce qu'on parlait d'ennemis, je sais pas, peut-être. Hein, on a commencé nos carrières en même temps. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il était derrière vous sur le but du PSG, donc il est toujours là. Vous savez, c'est comme dans toutes les vidéos, on voit toujours la même personne. Après, où est Charlie Eric, imagine Marty McFly débarque avec la DeLorean sur le plateau. Ça commence bien. Il te dit, Eric, viens avec moi, je t'emmène à l'année où tu veux. Dans le passé, évidemment. Pour revoir un moment de ta carrière, peut-être changer quelque chose qui n'aurait pas été comme tu le voulais dans ta carrière. Tirer où et quand ? Pareil, je joue pas du violon, hein, mais je changerai rien du tout. Je changerai rien du tout parce que cette trajectoire-là, elle m'emmène à rencontrer la femme de ma vie. Donc, ça c'est bon. Il y a ça aussi, quoi. Dans tout ce parcours de professionnel, de footballeur professionnel, il y a aussi cet aspect-là qui est génial. Oui, c'est pour ça, sincèrement. J'ai fait les plus grosses conneries. Hein. Mais je suis pas une victime. C'est bien, il faut assumer tout ce qu'on a fait. Ah non, mais oui, bien sûr. C'est pour ça que j'ai comme ça. Je l'ai fait, je l'ai pas fait. L'équipe de France, je rate le mondial parce que faut savoir que je le refuse le mondial avec M. Domenech. Ça a été stupide. Mon père a failli me couper la tête. Comment ça, vous refusez ? Oui, mais c'est pareil, c'est l'histoire de poids. Je joue pas la deuxième partie de saison de ma première saison. J'avais fait une préparation avec Albert Cartier, et puis je joue pas. Et puis j'arrive en équipe de France pour le tournoi de Toulon. Et il me voit à 99 kilos, il a explosé. Il me dit, vous avez fait quoi là-bas ? Ils font quoi avec toi ? Donc j'avais 3 entraînements par jour. J'avais 2 entraînements le matin et je jouais le soir titulaire avec l'équipe de France. Rythme de fou. Ouais, mentalement, moi j'étais, comme je disais, trop faible. J'étais fatigué. Au bout du stage, il veut me prendre avec, mais il me garde dans la tribune. Je continue mon programme, mes 3 entraînements dans la journée, parce que je suis à 96 kilos, mais il veut encore que je perde. Et puis, ce qui est normal, hein, je comprends tout à fait. Mais mentalement, je suis pas prêt. Et je lui dis non, je suis pas prêt. Et puis, il me dit, écoute, tu as jusqu'à demain. Demain, on part. C'était le dernier jour avant qu'on parte, nos 4 jours de congé avant qu'on parte en Coupe du Monde. Et puis, devant tout le monde, hein, il me dit, tu as quelque chose à me dire. Et puis, je lui dis, merci beaucoup. L'équipe de France, c'est le rêve, mais... Moins de 20 ans, moins de 16 ans, moins de 15 ans, l'équipe de France, pour moi, c'était le summum. Et je lui dis, merci beaucoup, merci pour tout. C'est juste mentalement, j'étais pas prêt. Et ouais, je rentre à la maison, je dis ça à mon père, On s'en souvient encore. C'est avec beaucoup de lucidité que vous racontez cet épisode, qui oui, mais non, mais c'est très important. Chose pas carré, pas costaud dans la tête, et puis voilà. C'est drôle ce décalage chez Eric Astley du physique massif et de cette sensibilité que vous faites transparaître. Oui, ouais.
Merci beaucoup en tout cas Eric pour toutes ces confessions. On a bien compris que vous ne prenez pas la DeLorean. Alors si ça ne vous dérange pas, je prends votre place et je retourne en 1987 pour voir si Bernard Zenny a été vraiment meilleur buteur de Ligue 1. Vraiment meilleur buteur de Ligue 1. Tu peux y aller. Je ne sais pas si c'est vraiment réglé. Pourtant j'étais né. J'ai quand même truqué toutes les stats et tous les tableaux. Donc, vous avez votre mot à dire dans les statistiques de la LFP. Alors restez bien avec nous. On va revoir donc le dernier match du FC Metz face à Niort, commenté par Vianney Kayser. Et puis on reviendra sur ce plateau avec quelques mots sur la prochaine rencontre des Messins. Ce sera donc face à Auxerre. A tout de suite.